Pas les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief du Tour de France. C'est le débrief de la 15e étape de la Grande Boucle. 3e étape alpestre de ce Tour de France. Il y a beaucoup de choses à dire. On perd donc pas de temps et je vous laisse avec la vidéo présentation du profil et on se retrouve juste après pour le point historique. Les amis, découvrons sans plus attendre le petit point historique qui nous rappelle des bons moments pour nous Français. Allez, c'est parti. Lors de la dernière arrivée du peloton de la Grande Boucle à Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'était en 2016 par ailleurs, Romain Bardet avait profité de la chute du maillot jaune Christopher Froome à la descente de Domancy pour attaquer et renverser le Tour de France, montant à 2 jours de l'arrivée à Paris sur la deuxième marche du podium. Malheureusement, cette année, Romain Bardet a abandonné et ne se succédera pas à lui-même. Les amis, avant de découvrir la fameuse question du jour, il y a quelques petites indications à savoir avant le début de l'étape. Premièrement, le départ réel sera donné en côte, la côte de Châtillon-sur-Cluse qui est non répertoriée au Grand Prix de la Montagne. Elle aurait pu, il y en a beaucoup cette année des côtes non répertoriées. Je trouve, alors que certaines côtes ne devraient pas être vraiment répertoriées, ne sont pas des côtes. C'est un peu bizarre comment ça a été fait cette année. Cette côte est assez courte, mais pourrait être une rampe de lancement pour les coureurs qui veulent s'échapper, sachant que derrière, il n'y aura que 24 km de plat. Donc, même pour les bons rouleurs, si une échappée prend là, ça risque d'être compliqué à rentrer. Si vous n'avez pas fait gaffe, les deux motos qui ont gêné Tadej Pogačar hier ont été suspendues aujourd'hui, le pilote et cadreur photographe. Voilà, pour cette étape. Aujourd'hui, il y a aussi un enjeu pour le maillot de meilleur grimpeur. Encore pas mal de points distribués. La course est lancée. Paulos, qui n'est plus le porteur, qui n'est que le simple porteur par procuration, va peut-être vouloir récupérer son bien. D'autres sont là aussi, on pense à Giulio Ciccone. Les amis, je vous laisse découvrir donc la fameuse question du jour et puis on se retrouve après pour contextualiser l'étape et développer nos propos. Les amis, contextualisons cette étape. Alors avant de partir, 2 interrogations, c'est les mêmes qu'hier. Victoire de l'échappée ou des favoris à l'arrivée au Betex? Et puis la deuxième, est-ce que Jonas Vingegaard va conserver son maillot jaune de leader du classement général? Kilomètre 0, aujourd'hui Jumbo reprend ses traditions. On voit Wout van Aert qui veut se glisser dans l'échappée. Ok, très bien. Peut-être aussi qu'il a carte blanche, c'est peut-être sa dernière journée, on ne sait pas, vu qu'il attend un enfant, on se répète de jour en jour, mais le tour avance et peut-être qu'il va aller jusqu'au bout d'ailleurs. On a d'autres équipes aussi qui ont décidé de faire la course, c'est Groupama FDJ, avec un David Gaudu éloigné au classement général, trop pour rêver d'un podium. On fait la course, on voit Madouas, Pinot, et même Gaudu vouloir se glisser dans l'échappée, mais Jumbo ne le laisse pas partir. Enfin, Jumbo et puis ceux qui protègent leur place dans le top 10. Bon, l'échappée va avoir du mal à partir, et c'est un fait de course qui va permettre malheureusement, je dis malheureusement, puisqu'il y a eu des blessés, à l'échappée de prendre par une nouvelle grosse chute collective comme hier, cette fois au kilomètre 52. Il y avait eu déjà quelques coureurs à l'avant, pas une grosse avance, donc on n'a pas neutralisé la course et puis il y avait quand même 50 bornes de passé. On retrouve d'ailleurs 2 équipiers du maillot jaune, Sepp Kuss et Nathan Weidenonck, pas des moindres aujourd'hui. Donc malheureusement l'échappée a été validée. À l'avant, on retrouve Julian Alaphilippe, Alexei Loutchenko qui vont être rejoints plus tard par 33 coureurs. Alaphilippe qui a peut-être donné trop de coups de pédale en début d'étape, alors qu'il fallait mieux attendre que derrière ça rentre, les 33 autres coureurs. Bon, c'est comme Pinot, il est un peu éparpillé au lieu de se focaliser sur 1 ou 2 étapes, non, un peu trop. Et c'est peut-être ça qui va faire défaut à nos 2 champions français. Enfin,
On va très vite comprendre dans cette étape que c'est l'échappé qui jouera la victoire d'étape. Et il y a d'excellents coureurs qui peuvent s'offrir une belle victoire. On espère une victoire française, ça n'a pas été le cas parce qu'un coureur était au-dessus de tout le monde ou alors a peut-être été plus opportuniste et a remporté cette étape, a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait quand il fallait. Allez, ça me permet donc de faire la transition avec le premier élément de réponse. Bon alors, pour moi, ce premier élément de réponse, il pose quand même question. Wouterpoels a fait ce qu'il fallait quand il fallait, mais il a aussi démontré qu'il était le plus fort. On va en revenir après. Lui qui s'est imposé pour la première fois sur un grand tour à 35 ans, ancien équipier de luxe du quadruple vainqueur du tour, Christopher Froome. Bon, même s'il a eu un début de saison assez poussif, hein, il a vraiment été très très discret, voire même décevant, comme ce début de tour d'ailleurs. Aujourd'hui, il pense que l'échappée peut aller au bout, donc il se glisse à l'avant. Il a été aussi discret dans l'échappée aujourd'hui, mais discret de façon positive. Comme on dit, quand on est en forme, quand on est dans une échappée, vaut mieux pas aligner tout de suite ses pions. Vaut mieux bluffer même peut-être un peu, et c'est ce qu'il a fait. Au sommet du col des Aravis, il a vu Wout van Aert attaquer. Donc il n'y avait pas 36 000 solutions, il fallait faire l'effort pour rentrer sur le beige et aborder la descente avec lui. Car dans l'hypothèse où on ne fait pas cet effort, on a vu derrière, c'est fini, on n'a plus de chance de lever les bras. Bon, je me dis aussi derrière, peut-être les poursuivants étaient peut-être pas moins forts, mais moins opportunistes. Je ne comprends pas pourquoi, derrière, on laisse filer Wout van Aert et compagnie, puis qu'on tente pas un Vatou. Je les ai un Thibaut Pinot, pour encore Guillaume Martin, il y a l'histoire du général. Un Thibaut Pinot, un Warren Barguil. J'ai peur de me faire contrer si jamais ça revient. Mais banane, ça se fait contrer. De manière, si tu tentes pas, tu risques pas de gagner, donc vaut mieux tenter. Hein. Qui ne tente à rien n'a rien, hein, comme on dit. Bon, de toute manière, tu t'es ni fait contrer, ni t'as gagné. Donc peut-être que tu auras une chance de... Là, c'était foutu, donc tu aurais peut-être une chance de gagner si tu accéléré. Bon, enfin ça m'a énervé de chez énervé. Vous savez pas comment. Donc, je pense aussi que Wouterpoels a été opportuniste. Mais il a été aussi très très fort, puisqu'il a fait craquer des Wout van Aert et consorts et Marc Soler dans la montée du Betex. Aujourd'hui, il se savait dans l'échappée, et surtout dans ce groupe de 3 à l'avant, qu'il était le plus fort. Car plus léger que des Wout van Aert, donc il va passer plus crème. Surtout sur des pourcentages plus durs. Bon, derrière, on va quand même se dire qu'il y a eu quand même une bataille avec les leaders du classement général. Une bataille pas trop, donc ça me permet de transiter vers mon deuxième élément de réponse. Alors aujourd'hui, on n'a pas réellement eu d'attaque des deux extraterrestres, quelques petites tentatives, mais c'est pas le spectacle qu'on a eu hier ou avant-hier. On a assisté vraiment à un statu quo au classement général, pas de changement entre ces deux-là. On a vu un Jonas Vingegaard et un Tadej Pogačar se neutraliser réellement et se regarder. Bon, je pense aussi quand même que Tadej Pogačar n'était pas en grande forme aujourd'hui. Ça en a une impression que j'ai eue. D'ailleurs, il n'a pas pris la roue d'Adam Yates. Alors, volontaire ou pas, je pense que c'était pas volontaire spécialement. Même s'il y en a qui vont dire qu'ils voulaient peut-être qu'Adam Yates revienne dans le jeu du classement général, ou en tout cas du podium. D'autres vont dire, ça peut être vrai ça aussi, il a peut-être bluffé pour dire, Jonas, je suis fatigué aujourd'hui, attaque-moi. Et puis que Jonas l'attaque, et puis que il le contre. Mais je pense qu'il était plutôt dans une mauvaise journée aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que je me demande si Jonas Vingegaard aurait peut-être pas dû attaquer le Slovène. En tous les cas, peut-être pas vraiment attaquer trop sèchement et se fatiguer pour rien, mais essayer d'attaquer, puis si le Slovène revient trop facilement, on temporise parce que ça sera sa statu quo. Bon, on peut risquer aussi une contre-attaque, mais je pense qu'il était en méforme aujourd'hui. Et c'est dommage car Jonas Vingegaard est resté pour moi trop sur la défensive
Et on a cette habitude-là depuis le début du tour. Bon, il a la pointe des grandissimes favoris, on le sait, puisqu'il est le vainqueur sortant et que Tadej Pogačar n'a pas couru à part son championnat national depuis sa chute sur LBL. Bon, il y a quand même eu un grand gagnant aujourd'hui dans les favoris, c'est Adam Yates, et ça me laisse transiter vers le troisième élément de réponse. Aujourd'hui, Adam Yates a été le dernier coureur du top 10 qui a pu suivre les 2 premiers du classement général. Oui, ça a vite craqué derrière et il se retrouve donc ce soir 4e du classement général à 19 secondes de Carlos Rodriguez. D'ailleurs, le Britannique, ancien maillot blanc du Tour de France, s'est même permis d'accélérer et d'attaquer Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Alors, est-ce que Tadej Pogačar l'a laissé volontairement prendre du champ? C'est la question qu'on peut se poser, car ça pourrait permettre à Adam Yates de rentrer dans le jeu de la course au podium et donc d'avoir des alliés de circonstance pour UAE. Donc, pouvoir s'économiser pour les coureurs du UAE, mais aussi pouvoir laisser un petit prestige à Adam Yates, porteur du maillot jaune en début de Tour de France, qui était d'ailleurs au début, comme on ne savait pas trop la forme, co-leader avec Tadej Pogačar. Moi, je pense pas que c'était tant volontaire que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça mérite d'y être. Bon, ça a quand même aussi obligé Carlos Rodriguez, quand il est revenu sur les 2 favoris qui se neutralisaient, à accélérer. Bon, il a été aussi opportuniste, puisqu'il a fait le trou par rapport aux autres adversaires. Bon, pour Adam Yates, aujourd'hui, il est 5e, il est 4e du Tour de France, et il possède 1 minute d'avance sur le 5e, et près de 3,30 sur Sepkus, donc lui qui a 19 secondes sur le podium. On voit qu'un Carlos Rodriguez a 1 minute 30 et 4 minutes ou presque sur les 5e et 6e. Donc lui aussi a été assez opportuniste et la course au podium, les taux en tout cas se resserrent. Les amis, on peut donc répondre à notre question, à savoir la 16e étape, une étape pour les opportunistes. Alors, pour moi, je dis oui. Pour pouvoir briller sur cette étape, il fallait être non seulement fort, oui, puisqu'il fallait être excellent grimpeur, on l'a vu, Waterpools, Yates, Pogačar, Vingegaard, mais il fallait être aussi opportuniste. Je pense que Jonas Vingegaard ne l'a pas trop été sur cette étape du Tour de France. Il aurait pu assommer le Tour aujourd'hui. Voilà, parce que je pense que Tadej Pogačar n'était pas en grande forme. D'autres coureurs dans l'échappée ne l'ont pas été, et comme j'ai dit, ça m'a fait péter un câble. Gna, j'ai peur de me faire contre-attaquer si ça revient. Mais banane, comme je l'ai dit, si tu accélères pas, ça ne reviendra pas. Donc de toute façon, tu ne te feras pas contre-attaquer. Donc il faut tenter. Donc ceux-là n'ont pas été opportunistes, alors qu'il y a un coureur comme dit Woodpools, l'a été. Il fallait avoir du culot et prendre des risques. Il ne tente à rien. Franchement, ça m'a agacé. Je m'agace encore maintenant. C'est quand même exceptionnel. Bon, les amis, on passe tout de suite à la partie chiffres clés. Je vous embête pas plus. On commence par la vitesse moyenne. Les hommes de tête ont parcouru 46,2 km/h dans la première heure de course. Sur la deuxième heure, ça a été à 35,9, soit une vitesse moyenne de 41,05 depuis le départ de l'étape. Dans la troisième heure, c'est 37 km de parcouru, donc 39,7 depuis le départ de l'étape. On a une moyenne à 38,30. La tête de course a compté un maximum de 8 minutes 40. Les amis, découvrons tout de suite les différents classements et porteurs de maillot. C'est parti. Le top 10 de l'étape, victoire de Waterpools en 4h40 et 45 secondes. Deuxième victoire d'étape pour l'équipe du Royaume de Bahreïn après celle de Pello Bilbao. C'est un très bel hommage que rend les coureurs de cette équipe à leur ami et collègue Gino Madère, à qui on pense encore fortement. On complète le podium avec Wout van Aert à 2 minutes 08 deuxième, et puis un premier français, Mathieu Burgodeau, à 3 minutes. À noter la présence de 4 autres français dans ce top 10, donc il y en a 5 au total. Thibaut Pinot, 6e à 3,14, Guillaume Martin, 7e à 3,32, et puis Simon Guglielmi à 3,59 9e, et Warren Barguil, 10e, pour compléter le top 10 à 4 minutes 20.
Les porteurs de maillot, Jonas Vingegaard en jaune, Giulio Ciccone récupère le maillot à poids, lui qui a l'objectif de le ramener à Paris sur les Champs-Élysées. L'Américain Nelson Paulus, ancien porteur de ce maillot, est à égalité de points avec lui, 58 points. Les deux se départagent au jeu de passage de col de première catégorie. Giulio Ciccone en a passé plus en tête que l'Américain. À noter d'ailleurs que l'Américain avait récupéré ce maillot virtuellement au cours de l'étape. Jasper Philipsen toujours en vert et Tadej Pogačar en blanc. Jumbo-Visma récupère les dossards jaunes, casque jaune. Le dossard doré de la combativité Century 21 est attribué à Adrien Petit. Et oui, aujourd'hui, c'est pas un coureur en échappé qui va monter sur le podium, mais bien un coureur de l'arrière. C'est la première fois que je vois ça moi et je suis bien heureux parce que je trouve qu'on ne met pas assez souvent en valeur les coureurs qui se battent à l'arrière pour finir dans les délais. Le top 10 du classement général, Jonas Vingegaard en jaune devant Tadej Pogačar et Carlos Rodriguez. À noter deux Français dans le top 10, David Gaudu, Guillaume Martin, 9e et 10e, l'un à 14,07 du leader et l'autre à 14,18. Allez les amis, place maintenant à notre rubrique nouvelle 2023, nouveau cru 2023, l'étape de demain, enfin pas de demain, les journées de repos, de mardi, la 16e étape, c'est le seul contre-la-montre de ce Tour de France. Attardons-nous sur le profil, un profil avec 638 mètres de dénivelé, mais quand même une côte répertoriée, la côte de Domancy, une côte qui risque d'être trop dure, qui risque d'être très dure et qui risque d'être le juge de paix de ce contre-la-montre. 2,5 km, oui c'est court, mais à 9,4% de moyenne et des passages à près de 17%. On l'a passé, mais en descendant, on a pris contre-la-montre, mais en sens inverse aujourd'hui dans la fin de l'étape. Donc, un contre-la-montre promis à des rouleurs, mais pas des rouleurs à la Rémi Cavagna par exemple. Je pense plus à des punchers rouleurs. Des rouleurs simples n'auront pas leur mot à dire, je pense, aujourd'hui. Et peut-être à des favoris du classement général. On découvre tout de suite mes favoris. Il y aura une surprise. Vous allez voir, c'est parti. Premier favori, bien évidemment, c'est Wout van Aert. Excellent rouleur puncher. Bon, il faut quand même qu'il remporte une étape sur ce tour. Ça commence à bien faire. On a 16 étapes déjà, 0 pour lui. Quelques places d'honneur, des podiums. Il a remporté 3 contre-la-montre, dont un par équipe sur le Tour de France. La deuxième étape du Tour 2019, Bruxelles-Bruxelles, c'était le contre-la-montre par équipe. Et sur les deux dernières éditions, donc 2021 et 2022, le contre-la-montre final, enfin le contre-la-montre précédent l'arrivée sur les champs, à la veille de l'arrivée sur les champs, donc en 2020 entre Libourne et Saint-Émilion, et en 2022 entre La Capelle-Marival et Rocamadour. Mon deuxième favori, c'est Tadej Pogačar, excellent rouleur, puncher, grimpeur. Il va vouloir prendre du temps sur Jonas Vingegaard, qui est un peu moins bon rouleur, même si ce contre-la-montre pourrait lui convaincre. Tadej Pogačar, vainqueur de 2 contre-la-montre sur le Tour de France, la 20e étape du Tour 2020, donc avec Wout van Aert. Ils aiment bien s'adjuger les avant-dernières étapes du Tour. Entre Lure et la planche des Belles-Filles, et puis la 5e du Tour 2021 entre Changé et Laval, Espace Mayenne. Le troisième favori, alors c'est peut-être ma pièce, alors je ne sais pas s'il va le faire à fond, en tout cas il peut espérer faire quelque chose en faisant à fond. C'est Julian Alaphilippe. Lui aussi il va vouloir peut-être remporter son étape. Vainqueur, on vous le rappelle, d'un contre-la-montre à Pau en 2019, on y était, la Team José, c'était l'un des plus beaux moments de l'histoire de notre chaîne. La vidéo est d'ailleurs le lien dans la description, je vous invite à aller y revoir. En jaune en plus, il était pour le centenaire du maillot jaune à Pau. Vainqueur aussi d'un contre-la-montre sur le Tour de Saint-Juan en 2019. Et puis vainqueur du contre-la-montre de Paris-Nice dans le Beaujolais en 2017 avec le maillot blanc sur ses épaules. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kishet Pali. À la prochaine, salut, ciao, bye bye.